Bien. Donc, je reprends aujourd'hui sur ce cas modèle pour vous finir de vous raconter tout ce que je sais sur ce cas modèle et de revenir un peu sur ce que je ne sais pas. Donc, je prends le cadre le plus simple que l'on puisse imaginer. Hein, donc, à nouveau, U est une fonction qui va de RD croît, on va dire 0 à l'infini. Bon, alors, ce que je vais faire, je ne sais plus à quel numéro j'en suis, donc je vais recommencer une numérotation après tout ce qu'on a déjà vu sur ce problème-là. Et cette question un peu curieuse sur l'identification d'un composé de deux opérateurs monotones, qui est la classe générale de construction de solutions régulières. Étant entendu que l'on a dans ce cas très particulier la classe exacte de solutions régulières qui sont ces solutions dont en tout point le spectre de la différentielle ne rencontre pas les réels négatifs. Bien. Donc aujourd'hui, je voudrais aller plus dans la direction comment construire, quelles sont les propriétés de cette équation au-delà même de la régularité. Donc je vais faire un certain nombre d'observations générales, de propriétés, des classes particulières de solutions. Le cas de la dimension 2, je vous montrerai une estimation BV en dimension 2 pour toutes les solutions, étant entendu que ces estimations, il va falloir les justifier si les solutions ne sont pas régulières. Donc je serai amené à reparler de ça. Mais à chaque fois, je présenterai formellement l'estimation a priori, et puis systématiquement, il y aura une justification par régularisation parabolique. Alors donc le premier point, c'est ce cas, c'est cette classe de solutions, de fonctions qui sont décroissantes par rapport à toutes les variables autres que leur numéro. En d'autres termes, si c'est la situation ou la condition initiale, j'aurais dû indiquer que j'ai une condition initiale ici sur RD, j'appelle 0. Et c'est la situation où du0 sur du0i sur dxj est négatif ou nul, quel que soit i, différent de j. Bien. Alors, on va montrer plusieurs choses. C'est que, 1, cette propriété se propage. 2, qu'elle entraîne des informations qui sont en fait des effets régularisants sur la dérivée de ui par rapport à xi. On en déduira, et on verra aussi qu'on a le principe de maximum dans ce cadre de conditions, et je vous donnerai des estimations de stabilité, étant entendu que je vous montrerai aussi que ce n'est pas parce qu'on a toutes ces propriétés qu'on n'a pas des chocs. Bien. Donc voilà le programme, on va y passer donc un certain temps. Alors le premier fait, c'est que si on a une solution régulière, dui sur dxj est négatif ou nul, quel que soit i différent de j et quel que soit t positif ou nul. Bon, alors ça, à nouveau, je le répète, dans un petit instant, je vous montrerai que ça n'entraîne pas, on n'a pas nécessairement régularité. Si on n'a pas nécessairement régularité, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que si jamais je rajoutais un epsilon laplacien, par exemple, ici, okay, donc là, à ce moment-là, on a des solutions U epsilon qui sont des solutions régulières, et la propriété que je viens d'indiquer est vraie pour tout epsilon. Et donc, toutes les limites faibles au sens distribution, peu importe, en fait, c'est même des limites fortes, puisqu'il y aura la compacité locale, toutes les limites, a priori, vérifient cela, sans qu'on sache très bien si elle est unique, la limite, etc. etc. Hein? Bien. Alors donc, on va raisonner, je le répète formellement, étant entendu que tout ce que je fais formellement se justifie sans peine si je rajoute un epsilon laplacien, parce qu'à ce moment-là, j'ai des solutions régulières et je peux faire tout le bazar habituel. Alors, je vous explique en deux mots pourquoi ça marche, et puis après, on met tout ça en sauce. Donc, dui sur dxj. Je vais garder un u gradient dui sur dxj. Donc là, je garde l'opérateur de transport, cet opérateur de dérivation.
le long du champ de vecteur 1U, et j'observe que le terme supplémentaire que j'ai est bien entendu du alpha sur dxj, dui sur dx alpha. Bien. Et donc, je vais simplement réécrire ceci, ce dui sur dxj, plus u grade dui sur dxj. Et puis, si vous voulez, il y a le cas alpha égale j, et le cas alpha différent de j. Alors, le cas alpha égale j, je le traite à part, c'est duj sur dxj, multiplié par la quantité qui m'intéresse, à savoir dui sur dxj. Et puis, il y a tous les autres, la somme pour les alpha différents de j, de du alpha sur dxj, dui sur dx alpha. Non, et un autre terme, pardonnez-moi, il faut que j'écrive encore un autre terme. Je vais prendre les alpha différents de j et les alpha différents de i. Donc, si je prends, parce que si je prends alpha égale à i, qu'est-ce que je récupère? Je récupère un du sur dx, dui sur dxj, et là j'ai un dui sur dxi. En d'autres termes, devant le du sur dxj, j'ai dui sur dxi plus duj sur dxj fois dui sur dxj. Donc j'ai simplement réécrit, j'ai une somme ici sur tous les alphas, je regarde le cas alpha égale à i, c'est ce terme-là, le cas alpha égale à j, c'est ce terme-là, et puis tous les autres. Donc ce que j'ai là, c'est sur l'inconnu dui sur dxj, que vous voyez ici, que vous voyez là, j'ai une équation de transport avec un terme d'ordre 0. Donc si j'avais égal à 0, bien je préserve les signes. C'est une équation de transport, que j'ai un terme d'ordre 0, ça ne change absolument rien. C'est juste le long des caractéristiques, une modulation exponentielle, ça ne change pas les signes. Et donc, la seule chose, c'est que, bien entendu, je n'ai pas égal à 0. J'ai tout ce terme quadratique-là. Mais, de manière dynamique, si vous savez que vous gardez le caractère non négatif, là, pour les alpha différents de i et de j, vous avez deux termes qui sont non négatifs, non positifs, pardon, négatif ou nul, pour jusqu'au temps qui vous intéresse, le temps où on est. Eh bien, donc, ça, c'est une quantité qui est donc le produit de deux termes négatifs, positif ou nul. Et en fait, tant que vous gardez la négativité, vous avez un terme, vous avez inférieur ou égal à 0, et donc l'équation de transport va renforcer ce signe-là et va le propager. Donc voilà pourquoi, bien que ce soit un système, hein, là a priori j'ai un système matriciel, voilà pourquoi vous vous attendez à garder le caractère négatif ou nul. Bon, alors ça il faut quand même un peu le formaliser. Alors c'est pas très compliqué. Ouais, alors je disais c'est pas très compliqué. Donc, comme toujours, on va regarder dui sur dxj. On va mettre ici un plus delta t. Je pense que c'est... Voilà. Et on va regarder le max, le sup sur i, enfin c'est un max d'ailleurs, le max sur i différent de j, et puis x dans RD. Alors, je vais un peu tricher parce qu'il faudrait tronquer à l'infini pour être sûr qu'on a un point de maximum, mais on va se contenter de faire cette simplification. Je vais regarder cette quantité et je vais... Non, a priori, il faut que je renforce le signe, donc c'est moins delta t. Delta est quelque chose de strictement positif. Donc, vous voyez qu'en delta égale à 0, ceci commence par être négatif ou nul. Bien. Et je vais regarder le premier temps. Alors, si vous voulez, vous mettez plus 1 ici. Ça ne change pas grand-chose, de façon à éviter le... Oui, non, je vais regarder le premier temps
où cette quantité que je baptise M de t max, strictement positif. Bien. Étant entendu que bien jusqu'à l'instant t0, sur 0 t0, m de t est négatif ou nul, et que donc m de t0, a priori, est égal à 0. Au point t0, le maximum va être atteint à un certain i0, j0, un certain point x0. D'accord ? Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai dui sur dxj moins delta t qui est négatif ou nul, quel que soit i différent de j, quel que soit x et quel que soit t inférieur à t0, tandis que en i0, en xj0, au point x0, t0, moins delta t0, je vais récupérer négatif ou nul. Je ne m'y prends pas très bien, je vais voir un problème un peu plus tard, mais c'est pas très grave, parce qu'il aurait fallu que je fasse une modulation exponentielle à cause des termes d'ordre 0. Bon. Donc, ça ne va pas suffire ce que je fais là, je suis désolé. Donc, ici, il va falloir que je mate un e puissance ct ici. Et puis, on va ajuster le c dans un instant. Et autrement, c'est exactement la même chose ici. Donc, j'ai un e puissance ct, et là, j'ai un e puissance ct0. Alors, effectivement, si je regarde, et je pense que si je dois, c va être négatif, donc je vais mettre un moins ici et un moins là. Bien. Donc, si je regarde maintenant et que j'insère ici un e puissance moins ct, et que j'insère ici un e puissance moins ct, toujours en insérant ici un e puissance moins ct, j'en mets un là. Qu'est-ce que j'ai créé? J'ai simplement multiplié cette équation par e puissance moins ct. Le seul terme dont je n'ai pas tenu compte, c'est le terme qui est dans la dérivée de l'exponentielle. Et donc, ce que je suis en train de faire, c'est de retrancher un moins c à tout le terme qui est ici. Le terme d'ordre 0, qui est donc maintenant multiplié puissance moins ct dui sur dxj, va effectivement être maintenant dui sur dxi plus duj sur dxj moins c. Donc je suppose que la solution est régulière, hein, entendons-nous bien. Et donc je vais choisir c comme étant le sup sur 0 grand t de le sup sur 0 grand t et en x du sup sur tous les couples i différents de j, de dui sur dxi plus duj sur dxj, de sorte que, oui, donc voilà, et je suppose ici que l'instant t0 est inférieur ou égal à grand t, parce que si t0 est égal à grand t étant arbitraire, j'aurais démontré le signe qui m'intéresse. Plus exactement, j'aurais démontré que ceci est négatif ou nul. Hein, ce que je veux démontrer, c'est que ceci reste négatif ou nul. Et si ça reste négatif ou nul, quel que soit delta, j'aurais bien démontré le signe. Donc c'est toujours les techniques style principe maximum, à ceci près que j'ai ici un système, et il faut que je fasse un peu attention à tous ces i et j. Voilà, donc modulo, c'est petite modification, et donc vous voyez ce que ça permet de faire, c'est que ça permet d'être sûr que le terme d'ordre 0 a un signe. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé dans le signe, mais a priori, c'est le bon. Je suis toujours en train de renforcer le côté. Je me demande si c'est plus ou moins. On va voir ça dans la démonstration après. Bien. Alors donc, maintenant, si je regarde l'équation satisfaite par d sur dt de e puissance moins ct, je regarde maintenant le i0, le xj0, et je lui retranche le moins delta t. Et je balance tout ce qui est ici, à savoir le u grade, la même expression, le terme d'ordre 0,
la même expression. Ouais, je m'y prends vraiment pas très bien. Bien, et quoi d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Il reste plus somme sur les alpha différents de J, de E puissance moins CT. Et puis là, j'ai mes du alpha sur dxi, du alpha sur dxj. Bien, alors donc ça, a priori, c'est la même équation que précédemment. À ceci près que j'ai créé ici, et c'est fait pour, j'ai créé ici un moins delta égal, c'est plus delta, donc c'est égal à moins delta. Et donc, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je vais dire maintenant? Bien, je vais appliquer l'équation, je vais appliquer cette équation au point x0, i0, j0, t0. Au point, en ce point-là, ça vaut 0. Hein, ça a été fait pour, donc en x0, t0. Comme c'est un maximum, comme c'est partout négatif ou nul et qu'au point x0 ça vaut 0, le gradient vaut 0. Comme c'est le premier temps où ça devient nul en étant négatif ou nul, la dérivée temporelle est positive ou nulle. Et là, maintenant, je peux effectivement dire que tout ce terme, sur tous les termes qui précédaient, j'ai quelque chose qui est positif ou nul. C'est l'hypothèse que j'ai faite, c'est le premier temps où ça s'annule. Et donc, bien ici, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé un moins delta, et ça c'est strictement négatif, et j'ai la contradiction désirée. Bon, alors j'ai fait ça de manière un peu sale, pardonnez-moi, mais le principe, je ne voudrais vraiment pas qu'on se perde dans les détails, le principe c'est simple, c'est vraiment de dire que globalement, sur tous les DUI sur dxj, eh bien la positivité va être préservée. La positivité va être, le caractère négatif ou nul va être préservé parce qu'il est renforcé par tous les termes supplémentaires qui font apparaître des dérivées autres que celles qui m'intéressent. Alors, un argument un peu plus compact consisterait, je le réalise au fur et à mesure en vous parlant, mais un argument plus élégant que ce bazar-là, qui est méthode standard, style principe du maximum, consisterait à prendre le sup sur tous les i et j de la partie positive de dui sur dxj et écrire une équation pour cela. Donc ça, ce serait beaucoup plus simple et permettrait sans difficulté de conclure. Donc voilà, quoi qu'il en soit, voilà pourquoi dui sur dxj reste négatif ou nul et qu'on a donc une estimation a priori qui est préservée. Alors ça, au passage, si vous pensez que U0, par exemple, est borné, pour simplifier, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Dès que vous avez des bornes locales sur U, et on les a parce que le principe maximum n'est pas, pour de telles équations de transport, s'applique. Donc, par exemple, j'en fais une petite remarque, par exemple, si U0 est borné, si U0 se majore par une certaine constante K, alors, bien entendu, U reste pour tout temps majoré par K, simplement parce que, quel que soit U, K est une solution de cette équation de transport. Bien. Et lorsque vous avez un signe de du sur dxj, vous savez tout de suite que c'est une mesure localement bornée. Vous avez une estimation a priori sur cette mesure, parce que lorsque vous voulez intégrer moins du sur dxj sur une fonction phi qui est positive ou nulle, qui typiquement est une fonction qui vaut 1 sur une boule, eh bien, donc ceci, comme moins du sur dxj est positif ou nul, ceci certainement majore la masse de ce moins du sur dxj, de cette mesure, sur la boule de rayon R. Vous voyez en intégrant par partie que ceci, c'est l'intégrale de ui
d phi sur dxj, et que ça, c'est a priori borné, puisque UI est borné. Bien, et donc, oui. Alors évidemment, ça dépend de R. Hein, ça ne vous donne pas une majoration de la masse totale de cette mesure sur l'espace tout entier, mais en tout cas, ça vous donne une estimation de mesure bornée pour toutes les dérivées autres que I pour la ième coordonnée. Donc, vous avez presque une estimation BV. Une estimation BV, c'est démontrer que toutes les dérivées partielles sont bornées au sens des mesures. Et là, ce que vous avez, c'est toutes les dérivées qui sont différentes enfin, tous les I et J différents. En même temps, c'est plus fort qu'une estimation BV, c'est un signe. Hein. Donc, c'est quelque chose d'assez de plus précis. Alors, je vais vous montrer une autre estimation maintenant, qui est le deuxième fait que je veux mentionner, qui est une estimation sur DUI sur DXI. Lorsqu'on reste toujours avec ces hypothèses, c'est le corollaire sur DUI sur DXI. Alors, je vais écrire l'équation, et puis après, on va voir. Donc, le corollaire sur DUI sur DXI, donc je fixe I et je regarde maintenant la dérivée par rapport à la ième coordonnée. Eh bien, donc, qu'est-ce que je récupère? D sur DXI de UI plus U grade DUI sur DXI, rien à dire, plus, alors, à nouveau, c'est, je ne vais pas tout réécrire, mais c'est DU alpha sur DXI, DUI sur DXI. Et ce que je vais faire, c'est prendre le cas où alpha est égal à I, qui me donne un DUI sur DXI carré. Et il me reste ensuite le cas où alpha est différent de I, qui est un DUI sur DX alpha. Oui, DUI sur DX alpha. Non, c'est DU alpha sur DXI, pardon. Enfin, l'autre y était aussi. DUI sur DX alpha. Alors, c'est pas inintéressant, ça, parce que qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que vous avez une équation sur DU sur DXI avec un carré là, et que le terme supplémentaire ne fait apparaître que des dérivées pour alpha différent de I, dont vous venez de démontrer qu'elles ont un signe. Donc, si les DUI sur DX alpha et DU alpha sur DXI sont négatifs ou nuls, ça veut dire que ces produits sont positifs ou nuls, et là encore, vous avez quelque chose de positif ou nul. Et donc, le corollaire de ce que l'on a vu précédemment, et je m'en servirai dans un petit... Enfin, c'est que vous avez, le long de la caractéristique, une inéquation avec un terme quadratique. Donc ça, c'est très, très fort. Et alors que vous n'avez rien supposé initialement sur DUI sur DXI. Le fait que vous ayez une inégalité comme ceci, ça vous entraîne automatiquement que DUI sur DXI est majoré par 1 sur T. Évidemment, je ne peux pas avoir une estimation en T égale à 0 puisque j'ai rien supposé. Je vais l'expliquer dans un petit instant, mais je trouve que c'est également une estimation assez spectaculaire. Ça ne vous parle pas de signe, mais ça vous dit quand même, ça vous donne une information qui est assez spectaculaire sur DXI et qui est un effet régularisant. Hein. Alors, plus précisément, ce que l'on a, c'est que l'on a que, en fait, vous savez que DUI sur DXI est majoré partout, pour tout temps, par le minimum de 1 sur T, et puis éventuellement de cette quantité. Parce qu'il y a deux cas de figure. Hein,
La majoration par du0 sur dxi plus à l'infini, elle est claire parce que je dis simplement que ce terme est positif ou nul. Donc j'ai une équation de transport négatif ou nul, et donc le maximum, a priori, est même décroissant par rapport au temps. Donc le maximum est certainement inférieur à ceci, et puis je mets la partie positive, parce que si c'est négatif, c'est une borne gratuite. Bien. Donc ça, c'est le cas où je supposerais quelque chose sur DUI. Mais ce que je viens de dire, c'est que de toute façon, on récupère le 1 sur T gratuitement. Et ça, c'est un véritable effet régularisant. Et là, d'ailleurs, ça vous montre qu'on a une estimation BV complète. Même si, initialement, je le répète, la donnée initiale n'est pas complètement dans BV. Hein. Donc, je trouve que c'est une propriété quand même assez spectaculaire de cette équation, hyperbolique, vectorielle, avec, c'est pas très fréquent, hein, des effets régularisants. Hein. Alors, c'est évidemment le caractère quadratique, hein, le caractère monotone de l'équation, mais cela reste une propriété spectaculaire. Alors, de quoi ça vient? Bien, ça vient tout simplement du fait que si vous regardez 1 sur T ici, vous remplacez DUI sur DXI par 1 sur T, formellement, bien 1 sur T est évidemment solution de l'équation, parce que son gradient spatial vaut 0, et la dérivée de 1 sur T, c'est moins 1 sur T2. Et donc, moins 1 sur T2 plus 1 sur T2, ça fait égal à 0. Donc, 1 sur T est une solution de la même équation, et certainement 1 sur T est plus grand que DUI sur DXI en T égale à 0, puisque ça vaut plus infini, et donc voilà pourquoi vous avez la majoration. Bon, à nouveau, il y a des petites justifications à faire, mais c'est des choses totalement standards. On sait bien dans les équations des dérivées partielles qui préservent le principe du maximum, dès qu'on a une information comme ceci, on récupère le 1 sur T. Alors ça fait furieusement penser à l'estimation de semi-concavité que l'on connaît pour les équations de Hamilton-Jacobi du premier ordre, des équations éconales, à ceci près que on n'a pas supposé que U était un gradient, donc il n'y a pas d'équation de Hamilton-Jacobi, donc c'est plus général de ce point de vue-là, et c'est moins général parce que j'ai pris aussi une situation très particulière sur les conditions initiales. Alors, je soupçonne que ce ne soit pas d'ailleurs la seule classe de conditions initiales pour laquelle on ait des estimations comme ceci, mais cette estimation a priori de type effet régularisant de style semi-concavité, je ne sais pas la démontrer en général, et je doute un peu qu'elle soit vraie pour toutes ces conditions initiales. À nouveau, derrière ce système d'équations, il semble y avoir pas mal de régimes un peu différents les uns des autres. Alors, à ce point de l'exposé, avant même de passer au principe maximum, est-ce que je le mets maintenant ou je vais le mettre un peu plus tard? Donc, l'autre fait spectaculaire que l'on va déduire toujours de cette information de propagation, c'est un principe maximum qui, à nouveau, comme on ne sait pas s'il existe des solutions faibles, à nouveau, tout ceci, c'est vrai lorsque je mets un epsilon laplacien U, et c'est vrai quel que soit epsilon. Alors, le troisième fait, toujours dans ce régime, c'est le principe du maximum. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je prends deux conditions initiales, U0 et V0, qui ont cette propriété, qui vérifient la propriété étoile ici. Et l'observation, c'est que si U0 est plus petit que V0, alors ça entraîne que les solutions, éventuellement avec un Laplacien, restent comparées de la même manière, quel que soit x, quel que soit t. Alors, étant entendu que qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des vecteurs, ce bazar-là. Donc, ce que cela veut bien sûr dire, c'est que je suppose que cette inégalité est vraie pour chacune des composantes, et alors elle reste vraie pour chacune des composantes. Bon, ça c'est une propriété très étrange d'un système hyperbolique comme ceci. Et là, pour le coup, autant j'ai des doutes, je suis absolument convaincu que des estimations comme ceci sont peut-être plus générales que simplement des conditions initiales comme ceci, parce qu'a priori, les estimations, pourquoi je dis ça? Donc, problème, qu'est la classe
de U0 pour lesquels dUi sur dxi est inférieur à 1 sur t. Donc, il y a cette classe-là. Je reviens un tout petit peu en arrière. C'est dans la classe, c'est un exemple. Et le deuxième exemple, c'est lorsque U0 est égal à gradient phi 0. À ce moment-là, on résout dφ sur dt plus 1 demi de gradient phi carré égale à 0. Et on sait que la dérivée seconde de phi est majorée par 1 sur t fois l'identité. Et si je regarde les termes diagonaux de cette matrice en particulier, j'en déduis en particulier que dui sur dxi est majoré par 1 sur t. Donc c'est la même estimation dans deux cas qui sont complètement différents. Bon, je ne l'ai pas en tête, mais je suis absolument persuadé qu'on peut démontrer qu'elle n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie sans hypothèse sur la condition initiale. Hein. J'en suis intimement convaincu. Mais comme je n'ai pas de contre-exemple, disons que c'est ce que j'intuite. Je n'avais pas pensé à formuler cette question avant de me lancer dans cette observation. Et donc, la question naturelle, c'est quand même, c'est vrai quand? Puis c'est pas neutre, hein, c'est pas rien comme information. C'est la plus belle hypothèse, c'est l'information maximale de régularité que l'on connaisse pour les équations d'Hamilton-Jacobi du premier ordre. Donc, question. Donc, on ne se serait même pas posé la question si on n'avait pas identifié cette classe-là. Et je vous le répète, on n'aurait pas identifié cette classe-là si on n'avait pas des exemples économiques où c'est une condition naturelle. Alors, cerise sur le gâteau, principe du maximum vectoriel, là encore une bizarrerie, on est dans un régime très très particulier. Ce principe du maximum, bon, c'est pas très très compliqué à comprendre, mais grosso modo, on va écrire que dv moins u sur dt plus, allez, je vais mettre u gradient v moins u, ça fait quoi? Bon, en u, tout y est. En revanche, ce qui n'y est pas, c'est la partie en v gradient v. Donc, ce qui me manque, c'est v moins u gradient v. Bon, ça fait un peu beaucoup. V moins u gradient v. J'écris les choses comme un cochon. Désolé, je suis rentré de voyage très tard hier soir et je suis vraiment pas réveillé. Donc, gradient v. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire v moins u, v moins u gradient, et tout ça fois v. Voilà. Et là, maintenant, les choses sont correctes, enfin, sont précises. Comme ce sont des fonctions vectorielles, il faut faire un tout petit peu attention à ce que l'on raconte ici. Alors, comment on va écrire les choses? À nouveau, on va écrire les choses avec des coordonnées. Et vous allez voir à nouveau le même principe que tout à l'heure apparaître. d sur dt de vi moins ui, plus u gradient vi moins ui, ça, j'y touche pas. Et là, je vais prendre la partie, il y a la ième coordonnée, et ici, j'ai le produit scalaire de toutes les coordonnées dérivées par les composantes de v moins u. J'isole la ième, hein, comme toujours. La ième, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit dvi sur dxi, vi moins ui. Et puis, il me reste toutes les autres, qui sont quoi? Qui sont la somme des j différents de i. Oui, de dvi sur dxj fois vj moins uj. Bien, et ça, je vais le mettre de l'autre côté, et je vais mettre un moins ici. Voilà. Donc là, tous les termes y sont. Hein, le terme dans ce produit scalaire, le terme en i est là, et tous les autres sont de l'autre côté avec le signe moins. Et là, vous reconnaissez une équation de transport avec un terme d'ordre 0, c'est ce qui n'est toujours pas gênant, une équation de transport sur VI moins UI, et au second membre, qu'est-ce que vous avez? Bien, vous avez les autres qui apparaissent.
mais qui apparaissent avec des coefficients qui sont positifs ou nuls, parce que justement, ce que l'on a démontré, c'est que ceci était négatif ou nul. Alors là, ce que vous avez, en fait, ce sont des évolutions aléatoires, hein, c'est un bien grand nom, mais grosso modo, ce que vous avez, c'est des systèmes de particules qui bougent le long des caractéristiques et qui peuvent sauter avec des probabilités, d'où les signes positifs, qui peuvent sauter d'un indice I à un autre indice J. C'est comme une sorte de chaîne de Markov d'équations de transport ou d'équations différentielles ordinaires. Donc ce sont des cas classiques où on sait que l'on préserve le principe du maximum. À nouveau, ça se comprend comment? Bien, initialement, on est positif ou nul. Et le terme qui est ici renforce la positivité. Tant que vous restez positif, ce que vous avez au second membre est positif ou nul. Et donc ça renforce la positivité, voilà pourquoi on la garde. Donc à nouveau, garder ces signes-là, c'est vérifier la cohérence du signe. Si effectivement on suppose que ceci est positif ou nul, on en déduit que les LI moins UI sont positifs ou nuls, et ça, c'est le mécanisme créateur de positivité. Alors à nouveau, hein, il faut faire la démonstration en prenant le plus grand des I, etc. On refait exactement le même bazar que d'habitude, mais c'est totalement standard. Hein, ce que je suis simplement en train d'observer, hein, c'est une sorte de lemme dans lequel, si j'écris D phi, je change complètement de notation, moins un AKL D2 sur DXK DXL de phi moins BK D phi sur DXK plus C CI phi, et je peux même mettre des I ici, plus CI phi est égal à une somme pour les J différents de I de DIJ phi J avec AKL positif ou nul, c'est-à-dire c'est une équation parabolique, les BI et les CI, tous les coefficients réguliers bornés, toutes les fonctions phi définies sur l'espace tout entier borné, et les DIJ positifs ou nuls. À ce moment-là, la positivité est préservée si elle est vraie initialement. Donc si les phi sont positifs en t égale à 0, ça entraîne que les phi sont positifs ou nuls pour tout temps. Bon, alors ça c'est un fait, c'est du folklore, hein. C'est le genre de choses qui est écrite nulle part, mais qu'on sait bien, en tout cas si on a manipulé ce qui il y a fort longtemps on appelait en anglais des random evolutions. Et ça c'est simplement, on a des processus de diffusion qui sont indicés par l'indice I, et les DIJ sont liés à la probabilité de sauter de la diffusion I à la diffusion J. Donc vous avez un mouvement brownien, éventuellement quelque chose de complètement déterministe, et puis en des temps aléatoires, et les temps, la loi des temps, l'intensité des sauts et le choix du J, tout ça c'est lié au DIJ, eh bien vous sautez de la trajectoire I à la trajectoire J. Puis vous faites le bilan temporel et ça vous construit en espérance, ça vous construit la solution. Donc ce sont des choses bien connues. Voilà pourquoi on a la positivité. Je ne veux pas perdre trop de temps à faire cela, mais il n'y a pas de difficulté particulière. Donc voilà pourquoi la positivité est préservée. Donc voilà pourquoi effectivement on récupère ce principe du maximum qui, je le répète, est quelque chose d'un peu inattendu. Alors, quand on en est là, qu'on a une estimation a priori qui est préservée, hein, la décroissance par rapport à toutes les coordonnées autres que la sienne, si on est le IM, la IM composante, l'effet régularisant pour sa propre dérivée et le principe du maximum, on a envie de dire, attendez, là, ça devrait être un cas de régularité. Ça a l'air de très bien marcher. Eh bien, la réponse est non. Il peut y avoir des chocs.
Parce qu'on connaît la condition nécessaire et suffisante pour qu'il n'y ait pas de choc. Hein. Ce qu'il faut, c'est que la dérivée ne rencontre pas... donc le spectre de du0 de x ne rencontre pas les réels négatifs. Mais en fait, vous pouvez prendre pour U0 quelque chose de linéaire. Hein, donc U0, je vais le prendre égal à AX. Je vais faire simple. Et puis pour A, je vais prendre une matrice symétrique. Hein, je vais prendre moins 1, 0. Bon, A, c'est mon DU. Ben, il est clair que DUI sur DXJ, c'est négatif ou nul, ça vaut 0. Et puis là, vous voyez que le spectre, il est composé que de réels négatifs. Hein. Donc ça va pas du tout. Donc voilà pourquoi nous avons, et en fait là c'est explicite, là ça explose en temps fini, nous avons donc des chocs en temps fini. Ce n'est pas une classe de régularité. Il y a une intersection avec la classe de régularité, mais ce n'est pas la classe de régularité. Donc il y a des chocs. En même temps, au-delà du choc, si vous pensez en epsilon laplacien, donc on est bien dans une situation où des discontinuités vont apparaître en temps fini du gradient. Mais en même temps, si vous pensez à la régularisation epsilon laplacien, vous avez plein d'estimations qui sont globales en temps, et notamment le principe du maximum. Alors, je vais vous donner un autre fait. Donc le fait, c'est qu'il y a des chocs en temps fini en général dans cette classe. Donc c'est le fait 4. Et puis le fait 5, qui est le dernier fait que je puisse mentionner, c'est une estimation de stabilité. À nouveau, c'est une estimation de stabilité, comme je ne sais pas ce qui se passe en epsilon égale à 0, je ne sais pas, je ne peux pas vraiment en parler pour des solutions de cette équation. En revanche, l'estimation que je vous montre est vraie quand je rajoute un epsilon laplacien, et donc en passant à la limite, on a des objets qui ont tendance à vérifier ça. J'en déduirai un certain nombre de faits. Alors, ça veut dire quoi? Bien, c'est que je vais supposer que U0 est compris entre V0 plus delta et V0 moins delta, lorsque delta est un réel positif ou nul. Et que U0 et V0 vérifient les hypothèses étoiles, hein, toujours. Donc, les trois fonctions qui apparaissent dans cette chaîne d'inégalités vérifient effectivement... les fonctions vérifient la condition étoile. Bon, alors je ne peux pas en déduire que U est plus petit que V parce que j'ai un delta. Alors il se trouve que pour des équations comme ceci, et c'est un fait assez général, pour des équations comme ceci, vous savez quelle est la solution correspondant à l'addition d'une constante. Évidemment, il faut rajouter la constante, comme il y a des termes de dérivation, ça ne change rien, mais il y a un terme U. Donc ça veut dire que vous êtes en train de rajouter une constante, enfin qu'il faut tenir compte de ce rajout de constante, et qui est un terme en delta gradient. Et ça, c'est quoi? C'est un décalage. C'est une translation. Et donc, en fait, ce que vous en déduisez, c'est que U, pour tout temps, est compris entre V, et je vais écrire en X et T, est majoré par V de X moins delta. Alors, quand je mets delta positif, c'est delta positif ou nul, et c'est un delta qui est dans RD, hein, puisque les fonctions sont vectorielles. Et quand je dis positif ou nul, c'est composante par composante. Donc, ici, vous récupérez x moins delta t, t plus delta, tout simplement parce que c'est solution de l'équation. Vous vérifiez que ça marche, hein, c'est fait pour. Le moins delta gradient x qui vient de la dérivée temporelle compense exactement le delta que vous avez en plus, que vous avez rajouté en plus. Et de l'autre côté, vous avez un v de x plus delta t plus moins delta. Et donc, ce que ça vous dit, c'est que c'est quand même très stable, cette évolution. Parce que là, j'ai pris
un petit tube. Hein, vous avez votre fonction V0. Vous lui faites un petit tube autour. C'est ça mon V0 moins delta, V0 plus delta. Et vous prenez un U0 qui est n'importe quoi là-dedans. Eh bien, vous gardez un tube qui est à nouveau, d'une certaine manière, à 2 delta d'amplitude, à ceci près que vous êtes en train de faire des translations qui sont petites si le tube est fin, et qui sont en sens inverse, donc les choses se décalent. Ça, ce n'est pas une estimation à l'infini. Hein, parce qu'en norme à l'infini, même si au début vous avez delta, le décalage peut créer des normes à l'infini qui sont d'ordre 1. Pourquoi? Parce que le V est discontinu. Donc, c'est très simple. Hein, si vous prenez un truc comme ça, vous le décalez un peu. Avec lui-même, il n'y a pas d'erreur. Hein, mais si vous le décalez un peu, vous créez une erreur 1, même si vous avez fait un décalage très faible. Donc, ce que ça veut bien dire, c'est que c'est une estimation de stabilité, bien sûr, mais c'est une estimation de stabilité qui n'est pas vraie en norme du sup, parce qu'il y a des chocs. Elle est vraie dans toutes les normes LP. Parce qu'en norme LP, ça c'est les fonctions intégrables, quand vous faites une petite translation, bon, c'est l'intégrale de Lebesgue, hein, donc vous savez qu'effectivement, ça, quand delta tend vers 0, en norme LP, ça tend bien vers V. Bon. Donc on apprend pas mal de choses. C'est qu'on apprend qu'on a une estimation de stabilité qui est intéressante. On apprend aussi que comme il y a des chocs, même si on a le principe du maximum, on ne peut pas travailler dans l'infini. Quand on a le principe du maximum, on a envie de démontrer des résultats d'unicité en se servant de la structure à l'infini. Mais ça ne va pas marcher. C'est faux. Hein, parce qu'en général, si on démontre une unicité, on a une estimation de stabilité. Et donc, ce n'est pas ça. En revanche, c'est quand même très très bien organisé, très très bien structuré. Alors, la réponse, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une solution globale? Est-ce qu'on peut la sélectionner de manière unique? Ça semble quand même, il semble tentant, au vu d'un tel résultat de stabilité, il semble tentant de dire oui. Mais comment? Je ne sais pas. Donc, la véritable question, c'est est-ce qu'on peut en déduire que quand epsilon tend vers 0, les u epsilon qui correspondent au rajout de epsilon laplacien u dans l'équation, dans le membre de droite, est-ce que les u epsilon convergent, toute la famille converge vers un certain u? Alors, vous pouvez démontrer qu'il y a une sous-suite qui converge, bien sûr, c'est la compacité. Mais vous pouvez démontrer qu'il y a une sous-suite qui converge pour toutes les conditions initiales qui vérifient ceci. C'est-à-dire que vous pouvez créer, ça c'est la compacité, puis ces estimations comme ça, vous pouvez créer à la limite au moins un flot qui est limite de l'équation régularisée par viscosité et qui a toutes les propriétés que je viens de mentionner, à savoir cette propriété effectivement de préservation de signes, l'effet régularisant, le principe du maximum et cette estimation de stabilité. Le seul problème, c'est que je ne sais pas s'il est unique ou pas, ce flot. Flot semi-groupe. Hein. Voilà. Curiosité, enfin c'est plus une curiosité, c'est une question mathématique qui est... que je trouve absolument passionnante parce que on a énormément d'informations sur les solutions et on aimerait bien savoir si oui ou non, il y a sélection, il y a un objet particulier. Il pourrait y avoir encore une chose encore un peu plus compliquée, je vais l'évoquer, mais j'ai vraiment aucun argument pour dire ça, à part un argument que je vais vous montrer tout de suite, pour toujours immédiatement me contredire quand je dis quelque chose. C'est qu'on pourrait imaginer que ça soit vrai, que la réponse soit oui à ça, et que si on met un autre opérateur, on tombe sur autre chose, qui est toutes ces propriétés-là. Ce qui serait une bizarrerie comme j'en ai jamais rencontré dans le zoo des équations aux dérivées partielles. Hein. Pourtant, c'est un zoo dans lequel il y a un certain nombre d'animaux étranges, mais alors celui-là, il serait quand même vraiment un peu biscornu. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi parce que je peux vous créer, y compris en dimension 1, et pourtant on sait qu'en dimension 1, on a les solutions anthropiques. On peut faire des régularisations qui conduisent à des solutions différentes. Donc ça, je vais vous montrer cela.
Donc remarque, j'arrête là sur ce cas-là, et je fais une remarque générale de changement de variable qui est, a priori, si on fait la composition, c'est assez naturel de regarder ce bazar-là. C'est un fait classique. On a d'ailleurs rencontré des choses comme cela avec Benoît Pertam et Takis Souganidis pour des lois de conservation scalaire avec des termes stochastiques. Mais là, vraiment, je vais l'isoler complètement et faire un certain nombre d'observations. Alors, première observation, c'est que je vais écrire des lois de conservation scalaire. Je vais prendre des flux assez généraux, f de u, et je les écris non sous forme conservative, formellement. D'accord ? Alors, évidemment, ceci, c'est un d sur dx de g de u. C'est ça, la forme conservative. Donc ici, je mets des guillemets. Et ici, je peux parler de solutions faibles, bornées. Je sais en général qu'il y a des chocs dès que le G n'est pas linéaire. Les chocs apparaissent en temps fini. Et on sait que l'on sait caractériser les solutions faibles que l'on récupère avec un epsilon uxx par des conditions d'entropie, formulation cinétique, solution entropie, et que dans le cas où G est convexe, ce qui veut dire F croissante, F monotone, donc G convexe, j'aurais dû dire que G' est égal à F, bien sûr, eh bien, dans ce cas-là, on a un vieux critère qui remonte à Oleinik, qui nous dit qu'une autre caractérisation de l'entropie, c'est de supposer que Ux est majoré. C'est la semi-concavité pour les équations d'Hamilton-Jacobi du premier ordre. Hein. C'est le dui sur dxi majoré par une constante. Donc ça, c'est une condition qui caractérise la bonne solution pour toutes ces équations, en tout cas dans le cas convexe. Et bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Alors, les conditions d'entropie, c'est de dire quoi? C'est de dire que si je prends une fonction convexe, phi de u, et que formellement, vous êtes en train de regarder phi' de u, f de u, du sur dx égale à 0, et donc tout ceci, formellement, vous pouvez le réécrire d sur dx de psi de u, avec psi' égale phi' fois f. Alors, la condition d'entropie, c'est de dire que ce calcul formel, s'il y a des chocs, c'est-à-dire s'il y a des discontinuités de U, ça n'a aucun sens, parce qu'on est en train de multiplier des masses de Dirac par des fonctions qui sont précisément discontinues en ce point-là. Donc, de faire des manipulations du champ de ces dérivés, c'est extrêmement dangereux. Et en fait, la bonne condition d'entropie, tout ça sont des faits classiques, la bonne condition d'entropie, c'est de dire que ce n'est pas égal à 0, mais c'est négatif ou nul. C'est ça la bonne condition d'entropie, en tout cas pour des faits qui sont convexes. D'accord ? Et on sait que si on a un peu de non-linéarité, donc par exemple, si f de u est égal à u, et si phi est une fonction qui est, disons, strictement convexe, ceci n'est pas égal à 0 en général. Bien. Alors maintenant,